Le roi Charles III, qui avait attendu 70 ans pour régner, s'assit enfin derrière son bureau en acajou pour accomplir la décision la plus douloureuse de son règne. Il ne s'agissait pas de signer un traité commercial, ni une salutation diplomatique. Il tenait entre ses mains un document qui allait priver ses propres petits-enfants Archie et Lilibet de leurs droits de naissance constitutionnels. Vivant à des milliers de kilomètres de là dans l'isolement ensoleillé de la Californie, les deux enfants allaient être exclus de l'ordre de succession. Ce n'était ni un avertissement, ni une suspension temporaire. C'était un acte ultime de préservation institutionnelle, porteur du poids de 1000 ans d'histoire. Charles relut le texte une dernière fois, insistant sur l'exigence de service futur à la couronne, avant de regarder son aide de camp et de donner l'ordre de le signer. À cet instant, le roi ne se contenta pas de modifier une liste. Il trancha un membre pour sauver le corps. Pour comprendre les ravages de ce moment, il faut se pencher sur la blessure à la racine, le crash au ralenti du départ des Sussex. Lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la firme, ils croyaient ont troqué une prison contre un royaume qu'ils auraient bâti eux-mêmes. Mais la monarchie est un système fondé sur une logique brutale et binaire. Soit vous êtes un rouage actif de la machine, soit vous êtes un vestige du passé. L'ordre de succession n'a jamais été conçu comme une liste de célébrités. C'était un modèle de continuité nationale. Pendant des années, les noms d'Archie et Lilibet sont restés après ceux de leurs cousins George, Charlotte et Louis comme autant de figures symboliques d'un avenir de plus en plus incertain. Le roi s'était confronté pendant des mois au paradoxe de leur position. Il comprenait la différence entre naître dans l'histoire et être prêt à la vivre. Pour le public, les enfants étaient des symboles d'une famille moderne et mondialisée. Pour l'institution, ils étaient des fantômes constitutionnels. L'illusion dorée se brisa finalement lors d'une cérémonie privée au château de Windsor, marquant l'anniversaire de l'accession au trône de la reine Élisabeth II. Ce devait être un moment d'unité familiale, une réunion intime du cercle restreint. Mais lorsque la liste officielle des héritiers fut lue à haute voix, nommant ceux qui étaient liés à l'avenir de la couronne, une absence pesante s'installa dans la salle. 2 places avaient été symboliquement réservées pour Archie et Lilibet. Pourtant, les chaises restèrent vides, leurs noms résonnant dans la salle sans visage pour les accompagner. Charles contempla ces sièges vacants et comprit que cette contradiction était devenue un handicap. La couronne ne pouvait pas demander au peuple britannique de croire en un service à vie tout en maintenant une liste d'héritiers qui n'avaient jamais foulé le sol, qu'ils pourraient un jour gouverner. Le prince William debout, aux côtés de son père, n'offrit aucun réconfort. Se contentant de cette froide observation, la succession ne peut rester indéfiniment dissociée de la responsabilité. Il ne s'exprima pas avec colère envers son frère, mais avec le pragmatisme implacable d'un homme qui un jour porterait lui-même ce lourd fardeau. La décision n'était pas spontanée. Elle était le fruit d'un examen constitutionnel rigoureux, d'une série de réunions à huis clos, impliquant les plus hauts conseillers du pays. Ils ont analysé les voies juridiques et parlementaires, concluant que la monarchie devait établir une frontière nette entre la famille et l'État. Harry a appris la nouvelle non pas par un coup de fil chaleureux de son grand-père, mais par un message officiel, tel une convocation. Dans la maison des Sussex, à Montecito, le silence qui a suivi fut plus éloquent que toutes leurs protestations publiques. Meghan a vu le visage de Harry passer de la confusion à une fureur froide et grandissante. Ils étaient partis pour protéger leurs enfants de la pression étouffante des attentes royales, mais ils n'auraient jamais imaginé que la famille réagirait en les effaçant de l'histoire. Pour Harry, il ne s'agissait pas de titres ou de rang. Il s'agissait de rejet. C'était son père qui lui annonçait que ses enfants n'avaient plus leur place dans l'histoire. La confrontation qui s'ensuivit était inévitable. Harry rentra en Grande-Bretagne exigeant de rencontrer son père sans l'ingérence de secrétaire ou de conseiller en communication. Ils se rencontrèrent dans une pièce où l'atmosphère était chargée de ressentiments accumulés pendant des années. Charles entra dans le bureau un mémorandum constitutionnel, scellé à la main, voulant que son fils entende les raisons de sa décision directement de la bouche du souverain. Harry répliqua avec le désespoir d'un père demandant comment le fait d'éloigner 2 enfants innocents pouvait renforcer une famille.
Charles regarda son fils et admit que son rôle de grand-père était la seule raison de son hésitation prolongée. Chaque mois de retard avait été une tentative désespérée de trouver un terrain d'entente qui n'existait tout simplement pas. Il offrit à Harry un dernier choix, un lien défini avec la Grande-Bretagne grâce à des visites régulières et une future conception du devoir. Mais Harry perçut du contrôle là où Charles proposait de la continuité. La réunion s'acheva sans qu'aucun des deux hommes ne cède un pouce de terrain, un père et un fils séparés par une table polie devenue un gouffre. Derrière cette porte close, la machine du pouvoir fonctionnait avec une précision chirurgicale. Le palais présenta la décision comme s'inscrivant dans un principe plus large. L'héritage se mérite par la présence et le service public. Sans ce lien, l'ordre de succession se réduit à une liste dénuée de sens de privilèges. William, l'héritier présomptif, assista aux dernières réunions d'information dans un silence stoïque que beaucoup interprétèrent comme une approbation. Il en comprenait le prix mieux que quiconque. Il avait vu la couronne consumer sa mère et transformer son père. Il savait que son silence serait perçu comme une trahison par son frère, mais il estimait que son devoir premier était de protéger l'avenir de l'institution face à l'incertitude de l'exil des Sussex. La voix de Charles aurait tremblé au moment de signer l'autorisation. Il savait qu'Archie et Lilibet pourraient grandir en croyant que leur grand-père les avait reniés, mais il choisit d'être le méchant du présent pour assurer la pérennité de l'héritage. Lorsque la déclaration fut rendue publique, la précision juridique fut instantanément étouffée sous un déferlement d'émotions. Le site web du palais se mit à jour en temps réel, et les noms d'Archie et de Lilibet, autrefois inscrits en blanc, devinrent la première preuve tangible du jugement du roi. Meghan reprocha à Harry d'avoir transformé son propre sang en une marchandise conditionnelle, susceptible d'être retirée si le prix à payer n'était pas acceptable. Harry s'en voulut, réalisant que son départ avait fourni à la monarchie les munitions dont elle avait besoin pour s'en prendre à ses enfants. L'équipe des Sussex prépara une déclaration cinglante, une contre-attaque verbale, qui aurait enflammé les médias. Mais avant que Harry ne puisse passer à l'acte, un appel arriva d'une source des plus inattendues, la princesse Catherine. Catherine n'a pas appelé pour défendre la décision du roi, ni pour servir les arguments officiels du palais. Elle a appelé en tant que mère et belle-sœur. Elle a demandé 10 minutes à Harry, le suppliant de ne pas laisser les adultes échanger les noms des enfants comme des munitions dans une guerre qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Elle lui a rappelé qu'Archie et Lilibet chercheraient un jour leur propre nom et y trouveraient chaque mot amer, chaque accusation et chaque gros titre. Elle lui a demandé s'il souhaitait que leur première compréhension de leur héritage soit façonnée par la fureur de leur père ou par l'amour qu'ils recevaient chez eux. Son intervention n'a pas annulé la radiation, mais elle a modifié l'héritage émotionnel. Harry a retiré le projet agressif, le remplaçant par une réponse mesurée, déclarant que la dignité de ses enfants ne serait jamais déterminée par une liste constitutionnelle. C'était un rare moment où l'instinct familial a primé sur la stratégie royale. Le goût amer de cette décision imprégnait tous les studios de télévision et les kiosques à journaux de Grande-Bretagne. Certains y voyaient la volonté du souverain d'apporter enfin la clarté nécessaire à une situation confuse. D'autres, un grand-père laissant une querelle familiale entacher la génération suivante. Un grand quotidien londonien a illustré la brutalité de ce revirement en publiant en une les photos d'enfance des deux enfants sous un titre simpliste, les noms effacés. Le contraste était saisissant, d'un côté l'autorité royale signant un décret, de l'autre des enfants ignorant tout de leur disparition d'une histoire millénaire. Au palais, Camilla remarquait que le roi baissait les yeux chaque fois que les visages des enfants apparaissaient aux informations. Il avait conservé la couronne, mais il s'était renié son propre héritage. Peu après l'annonce, lors d'un engagement officiel, le prince William a dû répondre aux questions du public. Lorsqu'un homme dans la foule a crié, demandant si Archie et Lilibet faisaient toujours partie de la famille, le futur roi a marqué une pause. Sa réponse brève et empreinte d'humanité fut sans équivoque. Ils seront toujours de la famille. Cette phrase a fait le tour du monde plus vite que n'importe quel communiqué officiel, laissant entrevoir une lueur d'espoir. Le lien personnel pourrait survivre à la séparation constitutionnelle.
Le palais a par la suite précisé que cette destitution ne concernait que le rang et n'entraînait aucune rupture des liens personnels, mais le monde entier connaissait la vérité. La monarchie entrait dans une nouvelle ère, où appartenir à la famille royale n'était plus un droit de naissance, mais un contrat de service. Dans le dernier acte de ce drame, le roi Charles fit quelque chose que le public n'a jamais vu. Il écrivit une lettre privée à Archie et Lilibet, destinée à n'être ouverte que lorsqu'ils seraient en âge de comprendre la complexité de leur naissance. Il expliqua que la couronne avait exigé une décision, tandis que son cœur, en tant que grand-père, restait fidèle à une promesse distincte. Il ne leur demanda pas pardon, mais seulement qu'ils lisent ces mots avant d'entendre la version officielle de l'histoire. Harry reçut l'enveloppe et, dans un geste de confiance inattendu, la rangea dans un tiroir sûr. Lui et Meghan convinrent que la décision de l'ouvrir et celle de définir leur relation avec la monarchie leur reviendraient finalement. La liste royale avait changé à jamais. Le débat constitutionnel était clos et 2 enfants s'émancipèrent de l'ombre de la couronne. Ils n'étaient pas effacés de l'histoire, mais libérés de celle-ci. L'avenir d'Archie et de Lilibet ne dépendrait plus d'un trône auquel ils n'étaient pas préparés. Ils étaient désormais libres de forger leur propre destin, affranchis des attentes d'un palais et des scandales médiatiques. Charles avait protégé la monarchie, mais ce faisant, il avait accordé à ses petits-enfants ce que ses propres enfants n'avaient jamais eu le droit à une vie ordinaire. En repensant à cette fracture historique, une question demeure: s'agissait-il d'un acte de préservation ou d'une blessure inguérissable? La maison de Windsor a survécu aux abdications, aux guerres et aux scandales, mais elle a toujours fondé son ultime rempart sur la lignée. En conditionnant cette lignée, Charles a bouleversé les règles du jeu. Il a certes garanti que le prochain règne reposerait sur le caractère de ceux qui resteraient, mais il a aussi démontré la fragilité de la famille qui se cache derrière l'institution. Que pensez-vous de la décision du roi Charles d'écarter Archie et Lilibet de la succession? Était-ce une mesure nécessaire pour une monarchie moderne ou un pas de trop dans une lutte familiale? Croyez-vous que l'intervention de Catherine ait été le seul rempart contre une véritable guerre médiatique? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue sur l'avenir de la famille royale. Nous lisons chaque réponse et vos réflexions nous aident à comprendre la dimension humaine de ces moments historiques. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir des analyses approfondies de la vie cachée des icônes que vous pensiez connaître. L'histoire du trône britannique s'écrit souvent à l'encre, mais elle se vit toujours dans le sang. Et au printemps 2025, ce sang a été mis à l'épreuve d'une manière qui fera débat pendant des générations. Les noms ont peut-être disparu de la liste, mais les enfants sont toujours là, grandissant sous le soleil californien, ignorant qu'ils sont les premiers membres de la famille royale, depuis 1000 ans, à être enfin libres. Ce fut la décision la plus solitaire d'un règne, un choix fait dans le silence d'une étude, dont l'écho résonnera à jamais sur 2 continents. Alors que les médias se tournaient finalement vers la crise suivante, un goût amer persistait chez ceux qui avaient suivi cette saga depuis le début. C'était la prise de conscience que la monarchie avait enfin mûri. Elle avait cessé de prétendre pouvoir être à la fois une famille mondiale et une institution nationale. Le départ des enfants Sussex marquait la fermeture définitive d'une porte restée entrouverte depuis 2020. C'était le moment où la firme décidait que son avenir appartenait à ceux qui étaient prêts à s'engager à servir et à supporter le regard du public britannique. Et à supporter le regard du... Mais pour Harry, la blessure était d'une autre nature. Il avait passé sa vie entière à tenter de concilier son amour pour sa famille et sa haine de l'institution. Il avait espéré que ses enfants pourraient être le pont entre ces 2 mondes. À présent, ce pont avait disparu. Il était un père à qui l'on avait dit que ses enfants n'étaient pas à la hauteur. La hauteur, et un fils dont le père avait préféré la couronne à un berceau. La certitude qu'il offrait à Archie, que son amour était resté intact, était la seule chose qui lui restait à lui promettre. C'était une promesse de certitude inconditionnelle, chose que la couronne, avec tout son or et sa gloire, ne pourrait jamais lui offrir. Au final, la succession royale n'est qu'une liste de noms. Mais derrière ces noms se cachent des êtres qui ressentent, qui souffrent et qui espèrent. L'histoire d'Archie et Lilibet nous rappelle que même au sommet du pouvoir,
les décisions les plus importantes sont celles qui se prennent autour de la table de la cuisine ou au chevet d'un enfant. Le roi a son trône, le prince sa liberté. Et tandis que le monde continue de tourner, une question demeure. Lequel des deux a véritablement remporté la bataille? Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des drames méconnus de la maison de Windsor. Notre objectif est de vous révéler les histoires que les grands médias ignorent en nous concentrant sur la dimension psychologique et les faits qui façonnent notre monde. Si vous appréciez ce style narratif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Nous avons encore beaucoup à dévoiler des lettres secrètes du passé aux crises à venir. À bientôt pour un prochain épisode. Pour bien saisir l'ampleur de ce bouleversement constitutionnel, il faut examiner les mécanismes précis de la succession. Traditionnellement, une personne née dans la lignée ne peut en être destituée que par une loi du Parlement ou une abdication formelle. Or, la déclaration du roi a fait appel à une prérogative obscure qui permet au souverain de définir les membres actifs de la famille royale. En mettant l'accent sur l'expression « service futur », Charles a de fait créé un nouveau critère d'inclusion. Ce critère exige que les héritiers entretiennent une relation concrète et active avec le Royaume-Uni. Il s'agit d'une rupture radicale avec le modèle héréditaire qui a soutenu la monarchie pendant des siècles. Les critiques affirment que cela transforme le trône en une hiérarchie fondée sur la performance, tandis que les partisans soutiennent que c'est le seul moyen de préserver la pertinence de l'institution à l'ère démocratique. Le rôle de la reine Camilla dans cette crise fut sans doute le plus complexe. Proche du roi, elle fut témoin de ses nuits blanches et de ses interrogations incessantes concernant les enfants. C'est elle qui l'encouragea à trouver des solutions, convaincue que l'incertitude prolongée nuisait davantage à la réputation de la famille qu'une décision difficile. Pourtant, elle était aussi consciente des conséquences de sa position. Elle savait que toute implication, même perçue, dans le retrait des enfants de Harry serait exploitée contre elle par l'opinion publique. Elle resta dans l'ombre, témoin silencieux du conflit intérieur du roi, lui apportant le soutien moral nécessaire pour signer le document qui inévitablement briserait le cœur de son fils. L'implication du prince William continue d'alimenter les spéculations au sein du palais. Bien qu'il n'ait pas publiquement mené la charge pour cette destitution, il en fut le principal artisan. Il avait compris que pour que son règne futur soit couronné de succès, il ne pouvait tolérer une cour rivale en Californie, dotée d'un poids constitutionnel mais dépourvue de loyauté institutionnelle. Il voyait dans cette destitution un moyen de panser une plaie béante depuis l'interview d'Oprah en 2021. Pour William, il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle contre son frère, mais d'une manœuvre défensive pour la couronne. Il était prêt à sacrifier sa relation avec Harry afin de garantir à la monarchie qu'il hériterait un jour serait une institution stable et unie. En Californie, la réaction ne se limita pas à la colère. Elle révéla un profond bouleversement identitaire. Pour Meghan, cette radiation confirmait définitivement toutes ses craintes concernant la famille royale. Elle y voyait une tentative systématique de délégitimer ses enfants et leur héritage. Elle s'était battue pour leur attribuer des titres non par prestige, mais pour la sécurité et la reconnaissance qu'ils représentaient. Avec ces noms retirés de la liste, elle eut le sentiment d'être totalement coupée de l'État britannique. Cela renforça l'indépendance des Sussex, affranchis des contraintes du protocole royal, mais également exclus à jamais du cercle restreint de la famille. Une fois la poussière retombée, les directives Charlotte commencèrent à se dessiner au sein du palais. Il s'agissait de protocoles internes destinés à protéger les enfants royaux, restant du même traumatisme qui avait fracturé la génération précédente. Le roi insista sur le fait que même si la voie constitutionnelle était fermée pour Archie et Lilibet, la porte personnelle devait rester ouverte. Il autorisa la création d'une fiducie pour les enfants, leur assurant ainsi une indépendance financière, même sans fonction royale. C'était la manière d'un grand-père de leur témoigner son affection, même s'il ne pouvait leur permettre de faire partie de l'État. L'héritage de la crise de succession de 2025 sera celui d'une monarchie qui a enfin choisi de se tourner vers l'avenir, plutôt que vers le passé. C'est l'histoire d'un roi qui a compris que son devoir le plus sacré était de léguer une maison en ordre, quitte à y mettre le feu. C'est aussi l'histoire de deux enfants qui, d'un trait de plume, ont eu la chance de vivre une vie authentique. Ce sont les noms effacés, mais ce sont aussi les enfants libérés. Et à long terme, ce sera peut-être le plus beau cadeau qu'un roi puisse faire. Ce récit a exploré les recoins cachés d'une
histoire mondiale dévoilant au-delà des apparences, la dimension humaine à vif qui se cachait derrière. Nous avons contemplé les chaises vides à Windsor, les réunions houleuses dans le bureau et les coups de téléphone discrets qui ont tout bouleversé. La monarchie britannique est une scène où les acteurs changent constamment mais la pièce demeure immuable. C'est une histoire de devoir de sacrifice et du prix exorbitant de la couronne. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, vous savez que la vérité est rarement aussi simple qu'un titre à la une. Elle est toujours plus complexe, plus douloureuse et plus humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Nous continuerons de suivre ces développements et de vous proposer le contenu approfondi que vous attendez. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos de notre chaîne pour découvrir d'autres biographies et secrets royaux. À bientôt, restez curieux et informés.